Bonjour à tous et bienvenue pour ce qui sera, je l'espère, notre saga de l'été, une série de vidéos sur la paléontologie des vertébrés, directement tirée des cours que je donne à l'université du Witwatersrand en Afrique du Sud, donc qui est une université à Johannesburg. Et donc ces cours, c'est des cours qui sont à peu près niveau, alors c'est niveau honors, mais comme le niveau honors n'existe pas en France, en gros c'est un niveau qui se trouve entre le niveau troisième année de licence et le niveau première année de master. Donc, ça équivaudrait au niveau première année de master. Alors, c'est un cours de paléontologie des vertébrés. Il va falloir un petit peu de contexte quand même. C'est un cours déjà que je donne dans un contexte d'introduction à la biostratigraphie du Karoo. Donc, le Karoo, c'est cette région en Afrique du Sud qui équivaut à peu près à un tiers, voire la moitié de la surface de la France et qui est complètement truffé de fossiles qui vont du Permien jusqu'au Jurassique. Donc c'est un cours qui va essentiellement introduire la paléontologie du Karoo et en général qui présente la paléontologie sud-africaine. Donc c'est un cours qui est fait vraiment dans un contexte sud-africain et qui est africain en général. Donc il y a certains groupes qui sont représentés que dans l'hémisphère nord, dont je ne vais pas parler, qui sont extrêmement connus en Europe et en Amérique parce que les bouquins en parlent beaucoup de ces groupes-là. Alors, je pense notamment aux reptiliomorphes, voilà, les reptiliomorphes qui sont généralement considérés comme les ancêtres des amniotes. Je ne vais faire que les effleurer parce qu'on n'en trouve aucun sur le continent africain et aucun même dans le Gondwana, si je ne me trompe pas. Donc ces reptiliomorphes, globalement, je ne fais que les effleurer alors qu'ils prennent une place très très importante dans les bouquins et dans les cours qui sont donnés dans les pays d'Europe et en Amérique. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, les bouquins sont écrits par des Américains et que eux, ils ont plein de reptiliomorphes. Voilà. Mais nous, on n'a pas de reptiliomorphes ici, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'élaborer plus dessus. Par contre, j'élabore beaucoup plus sur les thérapsides, sur les premiers dinosaures, pas forcément ceux les plus connus d'ailleurs. J'élabore sur les dinosaures du Jurassique inférieur et pas tellement sur les dinosaures du Crétacé qui sont justement les plus connus. Donc c'est pareil, les cératopsiens typiquement, dinosaures du Crétacé, Crétacé dont on a très très peu de couches ici en Afrique du Sud datant du Crétacé. On a très, très peu de dépôts qui datent du Crétacé et qui soient terrestres en plus. Donc il n'y a pas vraiment de chance d'avoir des cératopsiens et de toute façon c'est pareil, les cératopsiens c'est hémisphère nord essentiellement. Je crois qu'il n'y a qu'un seul cératopsien qui a dû être trouvé en Australie et encore c'est pas sûr. Mais bref, voilà, donc c'est encore des groupes dont je ne vais pas parler. Donc Triceratops typiquement, je vais survoler. Donc voilà, c'est une première chose qu'il faut savoir à propos de ce cours, c'est que c'est dans un contexte africain, voire même sud-africain surtout. Mais évidemment, vu que je fais ce cours en français, je vais quand même moi-même rajouter des je vais saupoudrer mes petites connaissances sur le registre fossile européen et français en particulier quand je pense que ce sera pertinent. Ensuite, la deuxième chose à savoir, donc qui est en lien directement avec la première, c'est que je donne ça dans un contexte de paléontologie du Karoo, donc je ne peux pas tout couvrir. En tout, c'est un cours il y aura 8 cours. Bon, je vais essayer de faire ça en 7 vidéos. Donc, je ne peux pas tout couvrir en 7 vidéos. Donc, c'est pas la peine de me demander de couvrir plus certains sujets. Voilà, c'est pas possible de tout faire, d'être exhaustif. Cette vidéo, il me semble que c'est presque à peu près le nombre de vidéos que j'avais fait juste pour la paléomammalogie. Donc mon cours de paléomammalogie était très exhaustif et même là, j'avais pas le temps de couvrir pas mal de champs, de groupes de mammifères qui sont pourtant importants. Donc là, il faut que je couvre toute la paléontologie des vertébrés en un même laps de temps. Donc ça va être compliqué. Ça va être impossible, quoi. Donc ça va vraiment être une vue générale. Voilà. Un squelette de connaissances et c'est plus. Généralement, ce que je dis aux étudiants, c'est que je leur donne un squelette de connaissances et c'est à eux de mettre la viande dessus, quoi. C'est à eux de mettre les muscles et de mettre la peau et les organes, quoi. Donc, ça demande quelques recherches en soi, mais c'est ça l'université, surtout au niveau master. Voilà. Et la troisième chose à savoir, c'est que je donne ce cours avant que le cours de phylogénie ait eu lieu. Donc, la classification que j'utilise dans ce cours est non phylogénétique.
Et c'est important, ça va être important de le rappeler, hein, parce que c'est pas la peine de me faire un cours de cladistique dans les commentaires. Je connais la cladistique, ne vous en faites pas, c'est voulu. C'est totalement voulu. Pourquoi je ne fais pas ce cours dans un contexte phylogénétique? Tout simplement parce que les mots synapomorphie, plésiomorphie, monophylétique, paraphylétique, polyphylétique, je veux dire tout ce vocabulaire, les étudiants ne sont pas censés le connaître. Du moins pas tous. Évidemment, il y a les étudiants qui viennent de biologie auront normalement un background phylogénétique, ils sauront ce vocabulaire-là, non pas qu'ils le maîtrisent, mais ils sont censés le savoir. Par contre, les étudiants qui viennent de géologie, eux, ils seront paumés. Donc, je ne peux pas utiliser de vocabulaire phylogénétique parce qu'ils ne sont pas encore censés avoir eu ces cours. Donc, ce que je donne, c'est la classification, on va dire, entre guillemets, traditionnelle, la classification linéenne. Et puis, évidemment, je ne parle pas de synapomorphie. Donc voilà, ça va être un cours, c'est vraiment un cours d'introduction à la paléontologie des vertébrés. Voilà, pour résumer ce petit disclaimer, c'est un cours d'introduction à la paléontologie des vertébrés dans un contexte africain. Donc c'est vraiment juste voilà, tendre des perches et dire aux étudiants, saisissez-les, allez faire vos petites recherches, allez lire des bouquins. Voilà, lisez le Vertebrate Paleontology de Benton si vous voulez en savoir plus. Typiquement, le livre de Vertebrate Paleontology de Benton, c'est vraiment le bouquin à avoir sur le côté quand vous suivez ce cours, parce que vous allez avoir des infos complémentaires en fait. Parce que voilà, Benton, c'est typiquement le bouquin qui a été écrit avec un background de paléontologue de l'hémisphère nord. Donc vous allez avoir des informations complémentaires sur ce que moi je vais vous donner. Et il y a certaines informations que je vais vous donner que vous trouverez dans aucun bouquin. Voilà. Voilà, c'est le petit disclaimer de départ, juste pour dire, voilà, pas de phylogénie, contexte africain, et tout ça est censé nous conduire à une paléontologie du carreau, à la biostratigraphie du carreau. Donc c'est très focus sur les groupes qui sont utiles pour la biostratigraphie du carreau. Voilà, donc ceci étant dit, nous pouvons commencer. Donc on va évidemment commencer par l'origine des poissons. Et c'est pour ça que je disais, c'est pas la peine de me faire un cours de cladistique. Je sais très bien que les poissons, ça ne veut rien dire en cladistique. Mais nous sommes dans un contexte non cladistique, donc je vais appeler les poissons les poissons. Donc ceci est une charte géologique simplifiée avec le nom des périodes sur la droite, les dates ici. Les dates ici simplifiées, hein, j'ai pas des fois j'ai donné vraiment quand les dates étaient vraiment bien définies, genre 541 je l'ai donné, 252 ici je l'ai donné, mais globalement c'est arrondi quand même, hein. On va pas trop chipoter. Et ici j'ai donné ce qu'on appelle les faunal age, donc c'est vraiment une introduction, c'est pour donner aux étudiants une introduction finalement à la biostratigraphie. Ils ont déjà une idée comme ça de ce que c'est que la biostratigraphie en regardant déjà ça. Donc, on a un âge des trilobites qui correspond au paléozoïque. On a le mésozoïque qui correspond aux dinosaures et aux ammonites dans l'eau. Et on a le cénozoïque qui correspond aux mammifères, aussi bien sur Terre que dans l'eau. Donc, ça donne déjà une idée de comment marche la biostratigraphie dès le départ. Et après, on peut resubdiviser tout ça en périodes. Avec les 3 premières périodes, Cambrien, Ordovicien, Silurien, qui vont nous intéresser. Donc, généralement, à ce niveau-là, je dis aux étudiants que ça, il n'y a pas à tortiller, il faut le savoir par cœur. Au moins la partie à droite, là, tout ça, il faut le savoir par cœur, il faut savoir les dates par cœur, ça va tomber à l'examen. Bon, ici, évidemment, je ne vais pas exiger de vous que vous sachiez ça par cœur. Par contre, je vous conseille d'avoir une petite fenêtre avec une charte géologique allumée à côté parce que je vais faire très souvent appel à tout ça. Et donc, dans ce premier cours, on va se focaliser sur le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien. Évidemment, tout est en anglais, hein, c'est un cours que je donne en anglais normalement. Donc, mais bon, ça se traduit très bien, hein, Cambrien, Ordovicien, Silurien. Et donc, on va focaliser là-dessus. Et donc en Afrique du Sud, on trouve ces couches dans les montagnes qui se trouvent près du Cap. Donc voici le Cap, ici vous avez le Karoo, et entre les deux, il y a des montagnes qui bloquent l'humidité et qui font que le Karoo est un désert, alors que le Cap qui se trouve juste à côté n'en est pas un. Et donc ces montagnes, c'est là qu'on va trouver le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien. En France,
En France, ça correspondrait, alors c'est la montagne noire dans le sud. Vous avez le massif armoricain aussi qui a donné pas mal de ces couches-là. Et vous avez les Ardennes. Encore que les Ardennes, c'est plus en Belgique qu'en France, mais il y en a un petit peu en France quand même. Alors, commençons déjà par définir ce qu'est un vertébré. Donc, un vertébré, c'est un animal qui a des vertèbres. Surprise, hein. Des vertèbres, oui, mais pas n'importe lesquelles. Elles sont faites en apatite. Donc, en fait, les vertébrés s'opposent aux invertébrés par le fait que leur squelette n'est pas externe, il est interne. Donc, il est à l'intérieur du corps, contrairement aux invertébrés, les coquillages, les crustacés, les insectes. Leur squelette est à l'extérieur, pour peu qu'ils aient un squelette en dur, évidemment. Donc, ce qu'on appelle un exosquelette. Les vertébrés, eux, ont un squelette interne et il est fait en apatite, qui est un phosphate de calcium, contrairement aux invertébrés qui, généralement, ont du carbonate de calcium. Donc ces deux oppositions vraiment intéressantes. D'un côté, les vertébrés, squelette interne, phosphate de calcium, et les invertébrés, squelette externe et carbonate de calcium. Donc ça permet de faire la séparation. Et ça permet de vous mettre immédiatement face au concept que je ne vais pas vous parler cladistique. Voilà, je ne vais pas vous parler phylogénétique parce que sinon, je ne devrais pas parler d'invertébrés. Mais comme on n'est pas dans un contexte phylogénétique, on peut séparer vertébrés et invertébrés. Donc les vertébrés, ils ont des vertèbres et ces vertèbres sont constituées de 3 parties. Donc un centrome dans lequel passe la notocorde. Donc la notocorde, c'est ce qu'on retrouve chez tous les cordés. C'est un espèce d'échafaudage mou, en fait. C'est un échafaudage mou qui sert d'échafaudage à la colonne vertébrale. Donc il était présent avant la colonne vertébrale chez ce qu'on appelle les cordés. Et il sert d'échafaudage à la construction de la colonne vertébrale qui, elle, est en os et non pas en tissu mou. Et autour, vous avez un arc neural en haut et un arc émal en bas. Donc l'arc neural sert au passage de la moelle épinière et l'arc émal sert au passage de vaisseaux sanguins, essentiellement. Et évidemment, on retrouve cette colonne vertébrale chez les poissons, chez les reptiles, chez les amphibiens, chez les oiseaux et chez les mammifères, incluant l'homme. Donc l'homme fait bel et bien partie des vertébrés, puisque comme tous ces animaux, il a une colonne vertébrale. Donc jusque-là, c'est plutôt simple. Alors maintenant, l'origine de ces vertébrés, donc sans aller repousser jusqu'aux deutérostomiens et aux échinodermes, puisque les invertébrés les plus proches de nous, ce sont les échinodermes, tout simplement parce que leur développement est très similaire au nôtre. Mais ça nous fait pas mal sortir du contexte de ce cours. On peut aller voir du côté des conodontes. Les conodontes, donc, on les a longtemps connus par leurs microfossiles, donc ces petits morceaux là que vous voyez là, sans trop savoir à quoi ça correspondait. Disons que comme ça ressemblait à des dents, on s'est dit que c'était des dents. Bon, quand on a fini par découvrir des conodontes complets, donc des animaux conodontes, on s'est rendu compte que ces dents, en fait, c'était pas des dents. Mais en fait, ça appartient à ce qu'on appelle l'organe pharyngé, donc l'organe du pharynx. C'est plus ou moins un truc qui était attaché à leur branchie, on va dire. Voilà, et ici, par exemple, donc sur Promysum, qui vient d'Afrique du Sud et qui est un conodonte complet, un des très très rares conodontes complets qu'on ait, on voit que cet organe pharyngé, il est pas loin des yeux, donc il devait se situer sur la tête. Et puis, il devait servir à filtrer probablement la nourriture, à récolter la nourriture, à filtrer l'eau, on va dire, et à récolter la nourriture de l'eau, donc des petites particules, avant d'envoyer tout ça dans le tube digestif. Donc on voit qu'il y a encore une notocorde chez Promysum. Donc ce qui le place dans la lignée des cordés, hein, pas loin des vertébrés. Et ce qui va le placer un peu plus près des vertébrés, en fait, c'est d'une part la chimie de ces éléments pharyngés. Donc ces éléments pharyngés sont faits de phosphate de calcium, donc c'est de l'apatite. Donc ça, c'est un truc typique de vertébrés qu'on retrouve chez les conodontes. Et ils ont des myomères, c'est-à-dire des muscles en V sur le corps. Et ces muscles en V, c'est pareil, c'est typique de ce qu'on retrouve chez les tout premiers vertébrés. Donc par exemple, en Chine, on a Milunkumingia et
et Haecuictis, qui sont considérés comme les tout premiers poissons, ils ont des myomères en forme de V, donc des muscles natatoires en forme de V qui permettent d'onduler. Donc c'est ce qu'on voit ici sur cette reconstruction. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces conodontes, c'est qu'ils sont très primitifs, hein, c'est des vers. Globalement, ça ressemble à un ver. Et ça vous donne une très bonne image d'ailleurs de ce à quoi les vertébrés ressemblaient tout au début. Ils ressemblaient à des vers. Ils n'avaient pas de nageoires, ils avaient tout juste une queue un petit peu transformée en nageoire, mais pas complètement. Donc bref, les vertébrés sont descendants d'invertébrés qui ressemblaient globalement à des petits vers. Même si ce n'étaient pas des vers. Ils avaient juste cette différence qu'ils avaient une notocorde, quoi. Donc on retrouve les conodontes à partir du Cambrien jusqu'au Trias. Donc ils survivent quand même à la limite Permien-Trias. Mais ce n'est pas les ancêtres directs des vertébrés, c'est plutôt une branche sur le côté, mais qui nous montre quand même à quoi les ancêtres des vertébrés ressemblaient. Donc maintenant, les vrais vertébrés, donc les vrais vertébrés qu'on pourrait appeler les poissons, bien qu'il n'y ait pas que des poissons chez les vertébrés, il y a aussi les tétrapodes qu'on va retrouver là, du côté des sarcoptérygiens. Et ce qu'il faut d'abord voir avec les vertébrés, c'est surtout leur classification. Donc la classification de vertébrés, elle est en 4 groupes. Les agnates, donc les poissons qui n'ont pas de mâchoire, les chondrichtiens, les poissons cartilagineux, les actinoptérygiens, les poissons à nageoires rayonnées, et les sarcoptérygiens, les poissons à nageoires charnues. Les sarcoptérygiens et les actinoptérygiens, on les groupe ensemble dans le groupe des poissons osseux, qu'on oppose au groupe des poissons cartilagineux, représentés par les chondrichtiens. Et les chondrichtiens et les poissons osseux, on les groupe ensemble dans le groupe des poissons à mâchoire, qu'on oppose au groupe des poissons sans mâchoire, que sont les agnates. Donc c'est une classification qui est relativement simple. Agnates, poissons cartilagineux, poissons à nageoires rayonnées, poissons à nageoires charnues. Les 2 derniers, on les oppose aux cartilagineux en disant qu'ils sont osseux, et les 3 derniers, on les oppose aux agnates en disant qu'eux, ils ont une mâchoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on commence par les agnates. Alors le plus ancien agnate qu'on a, il date du Cambrien, c'est probablement les Haecuictis et les Miluncumingia qu'on a retrouvés dans le Cambrien de Chine. En Afrique du Sud, on retrouve le plus ancien, non pas agnate, mais le plus ancien cyclostome. Donc les cyclostomes qui appartiennent aux agnates, ce sont en fait les lamproies et les myxines. Donc les lamproies et les myxines, c'est un groupe particulier d'agnates qui se distingue des autres par sa ventouse buccale. Donc ils n'ont pas de mâchoire, mais par contre ils ont une ventouse, ils ont quand même une bouche, même s'ils n'ont pas de mâchoire, évidemment. Ils ont une bouche, et ils ont une ventouse autour de la bouche. Et cette ventouse buccale, on la retrouve sur un fossile qui s'appelle Priscomyson et qui date du Dévonien d'Afrique du Sud, du Dévonien supérieur. Donc c'est le plus ancien fossile de cyclostome. Et les cyclostomes sont extrêmement rares puisque contrairement à d'autres agnates qu'on va voir juste après, ils ont un corps qui est complètement mou. Ils ont aussi cette caractéristique, les agnates, de ne pas avoir de nageoire. Vous voyez, c'est comme les conodontes en fait, hein, ils ressemblent vraiment à des conodontes de ce point de vue-là. C'est un corps très vermiforme, quoi. Et les lamproies sont des parasites et les myxines sont des charognards. Et après, vous avez beaucoup de groupes d'agnates qui sont complètement éteints et qu'on regroupe généralement sous le terme ostracoderme. Donc les ostracodermes, c'est un groupe qui n'est pas vraiment phylogénétiquement reconnu, mais qui anatomiquement est très cohérent puisque ça regroupe tous les poissons sans mâchoire qui ont une armure, qui ont un bouclier sur la tête en fait. Donc ce bouclier, il est fait d'écailles qui est formé d'aspidine, donc de la dentine et de l'os. Ce qui, par la même occasion, vous indique que le fait qu'il y ait de la dentine dans ces écailles vous indique que quand les dents vont évoluer, la dentine, c'est les écailles qui vont évoluer en dents, qui vont devenir les dents, au moins les écailles qui étaient autour de la bouche, qui vont devenir des dents, et il y a de l'os aussi dans ces écailles. On va voir que chaque groupe de poissons qu'on va explorer aujourd'hui a un type d'écailles différent. Donc c'est plutôt intéressant justement, juste par l'histologie en fait des écailles, on peut identifier un groupe. Donc même si on retrouve des écailles isolées, c'est pas trop grave, on peut quand même identifier quel groupe on a face à nous. Donc ces ostracodermes
on en retrouve beaucoup d'écailles, on en retrouve aussi des plus complets. Et quand on en a des plus complets, on sait aussi qu'ils avaient généralement une queue hypocerque. Donc, c'est ce qu'on retrouve chez les Pteraspidomorpha, qui sont les plus primitifs des agnates. Donc, la queue hypocerque, c'est quand la colonne vertébrale dans la queue pointe vers le bas. Et ces pteraspidomorphes, ils ont aussi un bouclier qui est formé de plein d'écailles qui ne sont pas fusionnées. Donc là, vous voyez, c'est comme ça ressemble à une lamproie, c'est Astraspis. Ça ressemble un peu à une lamproie, mais cette lamproie, elle est recouverte de plein de petites écailles en aspidine. Et ces écailles, elles ne sont pas fusionnées, contrairement à ce qu'on trouve chez les céphalaspidomorphes. Donc les céphalaspidomorphes, c'est facile à reconnaître, c'est ceux qui ressemblaient à des aspirateurs, parce qu'ils ont le bouclier, ils ont la tête toute plate, donc le bouclier céphalique est tout plat, et ça les fait ressembler un peu à des aspirateurs. Ils vivaient sur le fond et puis ils aspiraient le sable, ils filtraient le sable. Et ces céphalaspidomorphes, ils sont un peu plus dérivés, parce qu'ils vont avoir plusieurs caractéristiques. Ils vont d'abord, leur tête, comme je l'ai dit, est faite d'un bouclier qui est complètement ossifié, complètement fusionné. Donc il n'y a plus de petites écailles séparées comme ça. Ils ont la queue qui pointe vers le haut, qui est ce qu'on appelle la condition épicerque ou hétérocerque. J'aime mieux utiliser le mot épicerque que hétérocerque, mais bon, après c'est une question de préférence. Donc la queue est épicerque, elle pointe vers le haut. Et surtout, ils ont des nageoires pectorales. Donc, c'est l'origine des nageoires pectorales. Et ces deux caractères, épicerque et nageoire pectorale, ça les rapproche des poissons à mâchoire. Pourquoi? Parce que les poissons à mâchoire, comme les requins par exemple, ils ont une queue épicerque, généralement, au moins primitivement. Donc, ils ont une queue épicerque. Si vous pensez à un requin, la queue pointe vraiment vers le haut quand vous regardez un requin. Il y a un lobe qui part vers le bas, mais il est plus petit et il ne contient pas la colonne vertébrale. Et évidemment, ils ont des nageoires pectorales, ce qui est une innovation comparée à la condition que vous pouvez voir là, qui est la condition vermiforme. Donc ça y est, là, avec les céphalaspidomorphes, les poissons ne sont plus vermiformes. Voilà. Mais tous les deux ont vécu de l'Ordovicien au Dévonien. Donc il y a vraiment une diversité, une explosion de diversité des agnates qui a lieu de l'Ordovicien au Dévonien. Tout ça va disparaître en ne laissant derrière lui que les myxines et les lamproies. Et d'ailleurs, dont on va complètement perdre la trace, d'ailleurs, dans le registre fossile au passage. C'est-à-dire qu'il va y avoir une explosion de diversité des agnates et ensuite, c'est zéro. Calme plat jusqu'au groupe moderne, en fait. Donc c'est pour ça que souvent les myxines et les lamproies sont qualifiés de fossiles vivants. C'est pas vraiment des fossiles vivants, c'est juste qu'ils appartiennent à un groupe qui s'est éteint qui s'est en majorité éteint il y a très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté d'évoluer entre deux. Donc le groupe suivant, c'est le groupe des gnatostomes, donc le groupe des poissons à mâchoire qu'on oppose aux agnates, les poissons sans mâchoire. Donc cette mâchoire, elle vient directement des branchies. D'ailleurs, je peux revenir sur cette image-là, puisque c'est là que je le présente. Donc cette mâchoire, elle évolue directement à partir des arcs branchiaux, en fait. Donc vous voyez le premier arc branchial, ici, représenté en bleu et en orange, qui devient en fait le palato carré, donc l'équivalent du palais et de l'articulation de la mâchoire chez nous. Donc le palato carré, c'est la mâchoire supérieure et qui devient le cartilage de Meckel, qui est la mâchoire inférieure. Et ici, vous avez l'hyoïde et l'hyomandibulaire qui servent d'articulation de la mâchoire chez la plupart des poissons, mais pas chez nous. Chez nous, l'hyoïde et l'hyomandibulaire vont former les osselets de l'oreille moyenne, ils vont former une partie du pharynx et de la glotte, ils vont former une partie du squamosal. Mais ils sont exclus en fait de l'articulation de la mâchoire chez les mammifères pour des raisons qu'on va voir bien plus tard, tout à la fin. Les mammifères sont probablement les moins représentatifs des vertébrés de ce point de vue-là, quoi. Donc, pour l'instant, sachez que chez les poissons et même chez les premiers tétrapodes, cette configuration est très conservée puisqu'on va à chaque fois trouver une mâchoire supérieure, une mâchoire inférieure, un hyoïde et un hyomandibulaire qui servent d'articulation.
Et tout ça est dérivé des deux premières rangées en fait d'arcs pharyngés. Et ces arcs branchiaux, ou arcs pharyngés, ces arcs branchiaux, on les retrouve quand même chez l'embryon humain. Donc on arrive à les renuméroter chez l'embryon humain et on peut suivre leur destinée ontogénique, donc leur destinée de développement. Et on les retrouve précisément là où on s'attend à les retrouver, à savoir que le premier arc branchial devient le cartilage de... Pardon. Le premier arc branchial devient le palatocarré, le deuxième arc devient le cartilage de Meckel, et puis vous trouvez l'iliomandibulaire. Bref, évidemment, c'est un peu plus dérivé que l'image ultra simplifiée que je vous montre là, hein, évidemment. Mais voilà, vous avez la philosophie du truc, c'est qu'il y a des arcs branchiaux, mais au lieu de devenir des branchies, ils deviennent la mâchoire. C'est ça l'idée. Et des fois, on a des petites anomalies de développement qui font qu'on a ce qu'on appelle un spiracle, c'est-à-dire le reste en fait de la branchie entre le premier et le second arc branchial, donc ce qui correspond au spiracle des requins, c'est un petit trou en fait. Et ce petit trou, c'est le reste de la branchie entre le premier et le deuxième arc qui n'est plus vraiment fonctionnel, encore qu'il y a certains poissons qui arrivent à respirer à travers cet arc. Eh ben, on le retrouve chez certaines personnes par finalement anomalie de développement, mais bon, c'est une anomalie complètement bénigne, hein, mais on le retrouve chez certaines personnes, donc le petit spiracle. Sinon, normalement, le spiracle, c'est en fait votre tube d'Eustache. C'est l'équivalent de votre tube d'Eustache, c'est-à-dire que c'est un trou qui relie votre bouche à l'extérieur, mais sans passer par le nez ou par la bouche. Voilà. Donc ça relie votre bouche à l'extérieur sans passer par le nez ni par la bouche. Où est-ce qu'il va ce trou? Il va vers l'oreille. Donc il s'ouvre dans votre tympan en fait. Donc aujourd'hui le tube d'Eustache il sert à réguler la pression à l'intérieur de l'oreille moyenne, la pression de l'air à l'intérieur de l'oreille moyenne, mais à l'origine en fait c'est le spiracle des poissons, enfin que vous voyez sur ce requin par exemple. Et puis on va retrouver évidemment chez ces gnatostomes les nageoires pectorales et la queue épicerque qu'on avait déjà chez les céphalaspidomorphes, en plus de la présence d'une mâchoire inférieure et supérieure. Et évidemment, qui dit mâchoire dit dents. Donc c'est aussi dans ce groupe-là qu'on va voir l'origine des dents. Sauf chez un groupe qui s'appelle les placodermes. Donc commençons par les tout premiers vertébrés à mâchoire, les tout premiers poissons à mâchoire, que sont les placodermes. Donc les placodermes, ce sont les poissons à mâchoire avec une armure. Donc encore une fois, phylogénétiquement, ça veut probablement rien dire. Mais là, même là, c'est encore extrêmement débattu, la position phylogénétique des placodermes. Donc phylogénétiquement, ça veut probablement rien dire, mais au moins anatomiquement, on sait ce qu'on regarde quand on dit placoderme. C'est un poisson avec une mâchoire et une armure. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les placodermes, c'est qu'ils n'ont pas de dents. Et donc pendant très longtemps, on s'est demandé si cette absence de dents, c'était une absence primitive, comme les poissons sans mâchoire, ou si c'était juste, ils étaient repassés finalement à un stade primitif ils ont perdu leurs dents, quoi, en fait. Si c'était une réversion. Donc là, vous voyez par exemple d'un Cléostéus, il n'a pas de dents. Ce sont les os, en fait, donc le cartilage de Meckel ici et le palatocarré qui s'aiguisent l'un contre l'autre à chaque fois que la mâchoire se ferme, quoi. Donc ils ont des espèces de guillotines à la place des mâchoires, mais c'est de l'os, c'est pas de la dent. Donc cette condition-là, elle peut tout aussi bien, voilà, peut-être que chez les placodermes, ils ont décidé que les dents c'était pas assez efficace, valait mieux avoir des guillotines à la place des dents, donc ça pourrait très bien être une réversion. Et ce qui va aussi caractériser les placodermes, c'est qu'il n'y a pas un bouclier, mais deux boucliers. Il y a un bouclier pour la tête, donc il y a une armure pour la tête, et il y a aussi une armure pour la nuque. Armure pour la nuque qui est l'équivalent de nos épaules, hein. Donc votre ceinture scapulaire, c'est directement dérivé de la nuque, l'armure nucale de ces premiers gnatostomes. On pourrait presque y reconnaître ici voilà, une omoplate, on pourrait y reconnaître ici des clavicules, bref, voilà. Si on a envie de jouer au jeu des homologies, on pourrait y trouver des homologies sans trop de problèmes. Donc c'est à partir de ce plan d'organisation-là que le plan d'organisation des vertébrés va continuer à évoluer. Donc chez les gnatostomes, enfin chez les placodermes, pardon,
On a deux groupes principaux, ce n'est pas les seuls évidemment, mais en tout cas c'est les deux seuls qui sont représentés en Afrique du Sud. C'est les arthrodires et les antiarches. Donc et qu'on distingue en fait simplement par l'absence d'un ce qu'on appelle le nuchal gap, donc d'une fosse nuchale, c'est-à-dire cette fosse que vous voyez entre le crâne et le bouclier des épaules. Le bouclier nuchal, pardon. Donc ce gap nuchal vous indique que le célèbre Dunkleosteus est un arthrodire. Donc de la même manière que African aspis est un arthrodire, qui est plutôt marrant puisqu'il a un genre d'aileron. Alors c'est pas un aileron comme les requins, hein, c'est un aileron en os, hein, ça. Donc il est complètement osseux cet aileron, vous voyez une reconstitution ici. Et ça c'est l'équivalent de Dunkleosteus finalement en Afrique du Sud. On a aussi pas mal d'arthrodires en France. Je ne crois pas qu'on ait Dunkleosteus par contre. On a un Dunkleosteus en Europe, mais peut-être pas en Europe. Apparemment non. Mais bref, on a des arthrodires aussi en France, hein, mais je ne crois pas qu'on ait Dunkleosteus. Par contre, vous pouvez voir un très beau spécimen de Dunkleosteus si vous allez au muséum à Paris, ou je sais qu'à Ghana aussi, à Paléopolis à Ghana, ils ont aussi un joli crâne de Dunkleosteus à vous montrer. Et puis vous avez un deuxième groupe qui s'appelle les antiarches et qui n'a pas de gap nuchal. Vous voyez que la tête et le corps sont complètement fusionnés et qui ont en plus un bouclier sur les nageoires. Vous voyez, les nageoires, elles font un peu tronçonneuses même d'ailleurs. Donc on pense que ces nageoires, elles étaient ossifiées parce que c'était un animal qui vivait sur le fond de l'eau. Hein, vous voyez qu'il est tout plat. Il vivait sur le fond de l'eau. Il avait les yeux pointés vers le haut, donc il devait s'enterrer et avoir juste les yeux qui sortaient. Et puis, quand les mares s'asséchaient, en fait, il devait se promener avec ses petits bras. Il devait utiliser ses petits bras pour aller d'une mare à l'autre, en fait. Donc, c'est un... Disons que c'est l'hypothèse en vogue. Voilà. Et donc, c'est Bothriolepis africana, mais on a aussi un Bothriolepis qui vivait au Canada. Donc, ce qui montre que c'est quand même des animaux qui étaient très, très répandus à l'époque. Et on a évidemment aussi des antiarches en Europe. Les poissons cartilagineux. Et là, il va falloir vraiment se retenir pour ne pas appeler ça des requins, hein, parce qu'il y en a marre de dire que les requins, ils datent du Dévonien. Non, les requins, ils datent pas du Dévonien. Les premiers requins, ils apparaissent, alors que je ne dise pas de bêtises, je crois que les toutes premières traces d'éventuellement de trucs qu'on pourrait appeler des requins, c'est soit le Permien, soit le Trias. Mais en tout cas, c'est pas le Dévonien. Les requins, c'est pas des trucs c'est souvent des trucs qui sont appelés des fossiles vivants, alors que les requins d'aujourd'hui, au final, ils sont pas apparus plus tard enfin, ils sont pas apparus beaucoup plus tôt que les mammifères, en fait. Hein. Donc, c'est une idée qu'il faut se retirer de la tête, que les requins sont des fossiles vivants, et très souvent, le problème vient du fait que, et ça inclut moi, je veux dire, je vais probablement ma langue va probablement fourcher à un moment et je vais, au lieu de dire chondrichtien ou poisson cartilagineux, je vais dire requin. Parce que ça vient du fait que souvent, on résume chondrichtien à requin, parce que c'est les plus diverses des chondrichtiens. Mais non, il y a aussi les raies et il y a aussi les chimères qu'il faut prendre en question. Donc attention à ça, très attention. Et même quand vous m'écoutez, voilà, des fois, je risque de dire requin au lieu de dire poisson cartilagineux. C'est pas bien, faut pas le faire. Donc voilà, les poissons cartilagineux, évidemment identifiés par le fait que leur squelette est totalement cartilagineux, donc il n'est pas question d'avoir un gros casque ossifié comme chez les placodermes. Mais ça a une conséquence assez fâcheuse, c'est que les fossiles sont plutôt rares, du coup. Du moins les fossiles de squelettes complets ou de beaux crânes sont relativement rares. Donc finalement, on sait proportionnellement pas grand-chose comparé aux poissons avec un crâne complètement ossifié, alors même qu'on en a encore aujourd'hui des chondrichtiens. Donc c'est bizarre. Heureusement qu'on en a encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que sinon on saurait vraiment rien des chondrichtiens. Voilà. Donc ils sont évidemment reconnaissables à leur nageoire dorsale. Nageoire dorsale qui, au moins primitivement, porte une épine, même si aujourd'hui la plupart des requins et des raies non plus. Les raies ont toujours une nageoire, mais elle n'est plus vraiment dorsale. Pardon, les raies ont toujours une épine, mais elle n'est plus vraiment dorsale, elle est plus sur la queue. Et il y a certains requins qui ont des épines, comme par exemple le squale.
mais ça reste relativement rare. Les chimères ont toutes une épine, par contre, une épine sur le dos, donc sur leur nageoire dorsale. Donc, mais par contre, chez les requins fossiles, c'est quasiment systématique. Vous avez toujours une épine associée à la nageoire dorsale. Donc c'est plutôt ça qui est marrant. C'est une différence en fait à l'intérieur des chondrichthyens. C'est juste les chondrichthyens modernes qui ont tendance à perdre cette épine sur la nageoire dorsale. Donc voici un exemple de grosse épine de nageoire dorsale qui vient du Dévonien d'Afrique du Sud. Qui est à peu près qui est représentatif de ce qu'on peut trouver de plus ancien chez les requins. Hein, enfin, voilà, vous voyez, je fais l'erreur, chez les chondrichthyens. Donc les chondrichthyens datent du Dévonien, et voici un des plus anciens exemples, mais il y a des chondrichthyens du Dévonien d'un peu partout, y compris en Europe. On va voir des exemples un peu plus tard. Et donc, ces chondrichthyens, ils sont aussi caractérisés, et surtout, j'ai envie de dire caractérisés, par leurs dents et leurs écailles qui sont constituées en fait de la même manière. Donc, une couche d'émail, que les spécialistes préfèrent appeler énaméloïde que émail. Mais bon, ça revient à la même chose. C'est une couche d'émail, une couche de dentine et la pulpe. Et en fait, vous vous rendez compte que ces écailles, elles sont exactement constituées comme des dents, en fait. C'est de la pulpe, de la dentine et de l'émail. Donc ces dents et ces écailles sont faites exactement de la même manière. Le nom des écailles, ce sont les écailles placoïdes, donc très typiques des poissons cartilagineux, qui diffèrent de l'aspidine qu'on a vu tout à l'heure par le fait qu'il n'y a pas d'os, contrairement à l'aspidine de tout à l'heure. Et puis elles ont cette forme très fuselée qui donne aux requins leur hydrodynamisme. Et les dents des requins, elles ont cette particularité aussi, donc déjà de montrer que les dents sont directement dérivées des écailles. Donc, ce sont des écailles transformées. Et elles ont cette particularité de se renouveler en tapis roulant, en fait. Donc, il y a des générations sur générations de dents qui n'arrêtent pas de se renouveler tout le temps. Donc, c'est très différent de ce qu'on voit chez les mammifères, où là, il n'y a que 2 générations de dents qui se succèdent. Là, vous avez des dizaines, voire pourquoi pas même des centaines de générations de dents qui se succèdent. Un requin moderne peut perdre jusqu'à 10 000 dents dans sa vie. Donc, et ça, par contre, c'est une aubaine pour les paléontologues parce que, à défaut de trouver beaucoup d'os, on va trouver beaucoup de dents de requins, enfin de poissons cartilagineux. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. Et donc, ça ne se retrouve que chez les poissons cartilagineux, l'écaille placoïde et le remplacement dentaire en tapis roulant. La queue est épicerque, donc ça, c'est primitivement hérité directement des céphalaspidomorphes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les placodermes ont aussi une queue épicerque, hein, ça se voit sur ces illustrations-là. Donc c'est vraiment le caractère primitif, hein, la queue épicerque pour les gnatostomes, donc pour les poissons à mâchoire. Et les chondrichthyens sont carnivores. Donc l'origine maintenant des chondrichthyens, c'est un champ qui est très 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 débattu. Donc je ne vous garantis pas que ce que je vous présente aujourd'hui sera encore valide au moment où vous le verrez. Mais en tout cas, c'est l'état de l'art au moment où je vous le dis. Donc pour l'instant, le plus vieux chondrichtyen reconnu est Doliodus du début du Dévonien. Donc comme je vous le disais, les chondrichthyens apparemment sont apparus au Dévonien. On a des petites écailles on a des traces d'écailles placoïdes qui pourraient faire remonter l'origine des chondrichthyens jusqu'au Silurien, mais vous allez voir pourquoi c'est pas totalement pris au sérieux. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc là, pour l'instant, on va parler de Doliodus. Donc Doliodus, il a le remplacement dentaire très typique des chondrichthyens avec ce tapis roulant, voilà, qui est très visible ici. Donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que c'est un chondrichtyen. Le corps est totalement cartilagineux, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de protection, d'armure. Et on a sur les nageoires pectorales, donc il y a des nageoires pectorales déjà, c'est intéressant à savoir. Et sur les nageoires pectorales, on va avoir un truc qui n'est pas commun du tout chez les chondrichthyens, mais qui est très intéressant pour discuter de leur origine, c'est la présence d'épines. Donc je vous ai dit qu'ils avaient des épines sur les nageoires dorsales, mais pas sur les nageoires pectorales. Donc là, ça se voit bien sur le fossile ici. Sur le côté, la couleur est due au fait que c'est une lumière UV, si je ne me trompe pas. Mais voilà, sur le côté, vous voyez ces 2 nageoires pectorales avec leur épine.
Et ça, c'est pas commun du tout pour un chondrichtien. Par contre, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un autre groupe qu'on appelle les acanthodiens ou les requins épineux. Alors, on les appelle des requins épineux, mais ils n'ont pas grand-chose à voir avec les requins au final. Déjà parce que, comme j'ai dit, ça en revient encore une fois à appeler les chondrichtiens des requins. Mais bon, c'est le nom commun qu'on leur donne, hein. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai décidé. Ça en revient encore une fois à faire des requins les représentants des chondrichtiens depuis le Dévonien, alors que c'est pas le cas, mais bref. Ces acanthodiens, oui, ils n'ont pas grand-chose à voir avec des chondrichtiens de manière générale, déjà parce qu'ils ont un opercule. Et les chondrichtiens n'ont pas d'opercule. Donc, pensez aux requins, par exemple. Les requins, ils ont leurs branchies qui sont totalement exposées sur le côté. Vous voyez les branchies des requins. Alors que si vous regardez un poisson, je sais pas, un thon, un maquereau ou je ne sais quoi, bah, vous ne verrez pas ces branchies parce qu'il y a un opercule par-dessus qui les protège et cet opercule peut faire des petits battements pour faire circuler l'eau. Un requin, lui, il faut qu'il nage tout le temps parce qu'il n'a pas d'opercule et que sinon, bah, l'eau, elle ne circule pas dans ses branchies, quoi. Donc il faut qu'il bouge tout le temps, le requin, parce qu'il n'a pas d'opercule, justement. Donc, et les acanthodiens, ils ont un opercule. Donc ça aurait tendance à les exclure totalement de la parenté des poissons cartilagineux. Ils ont un corps qui est osseux, ce qui tendrait aussi à les exclure totalement de la parenté des poissons cartilagineux. Mais par contre, ce qu'ils ont, c'est des écailles placoïdes. Et ils ont aussi, donc c'est pour ça d'ailleurs que ça pose problème parce qu'on n'arrive pas à savoir si les écailles placoïdes du silurien appartiennent à des acanthodiens ou à des vrais chondrichtiens. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a certaines espèces, notamment du genre Ptomacanthus, qui ont un système de remplacement dentaire en tapis roulant, comme les chondrichtiens. Et on retrouve ces acanthodiens du silurien jusqu'au permien. Donc c'est pour ça que je vous disais, le problème des écailles placoïdes du silurien, c'est que parcimonieusement, on a envie de les attribuer plutôt à des acanthodiens parce qu'on sait qu'on a des acanthodiens au silurien. On n'a pas que des écailles, on a des fossiles plus complets. On sait qu'il y a des acanthodiens au silurien et on sait qu'ils peuvent avoir des écailles placoïdes. Donc ça pose problème tout ça. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on place les acanthodiens du côté des poissons osseux à cause de leur squelette osseux et de leur operculum, ou est-ce qu'on le place plutôt du côté des chondrichtiens à cause de leurs écailles placoïdes et de leur remplacement dentaire? Bah, la réponse pour l'instant, c'est on ne sait pas. Et probablement les deux. C'est-à-dire que les acanthodiens, il est fort probable que les acanthodiens aient soit les ancêtres d'un peu tout le monde, et soit en fait un gros groupe poubelle dans lequel on a mis des ancêtres d'un peu tout le monde. Et donc ce qui nous intéresse là dans le cadre de Doliodus, c'est qu'il y a un truc en plus maintenant qu'on peut relier, qui permet de relier les acanthodiens aux chondrichtiens, et c'est la présence d'épines sur les nageoires, puisque acanthodien signifie épineux, véritable épineux pour le coup. Les véritables épineux, et pour le coup, ça leur vient du fait qu'ils ont des épines absolument partout. Ils ont des épines sur les nageoires dorsales, sur les nageoires cloacales, sur les nageoires pelviennes, sur les nageoires pectorales. Bref, ils ont des épines sur absolument toutes les nageoires. Les acanthodiens, c'est de là que leur vient leur nom. Et donc, incluant des nageoires pectorales comme Doliodus. Donc ce serait un autre caractère qui relierait ces acanthodiens aux chondrichtiens. Mais bon, comme je disais, c'est probablement les ancêtres d'un peu tout le monde et de personnes à la fois, quoi. Et donc là, vous avez un exemple d'acanthodien du Dévonien d'Afrique du Sud, donc avec préservation des tissus mous en plus, donc très joli celui-là. Très très joli. Donc voilà où on se tient au niveau classification. Alors, on a vu l'origine avec Doliodus, ici, donc la base. On a vu les caractères qui permettent de caractériser les chondrichtiens, donc le remplacement dentaire, les écailles placoïdes. Peut-être une origine parmi certains au moins acanthodiens. Et donc là, on va plonger dans cette classification des chondrichtiens avec les trois groupes modernes que sont les raies, les bathoïdes, les sélachimorpha que sont les requins, les holocéphales que sont les chimères. Et on va voir un peu comment ça se relie avec des groupes complètement éteints d'autres poissons cartilagineux. Donc commençons par les holocéphales, donc les chimères.
Donc les chimères, bah, déjà, ça fait partie des espèces qui nous embêtent parce que c'est les exceptions. Voilà. Le remplacement dentaire en tapis roulant est perdu chez les chimères. Donc leur dentition est hyper simplifiée. Vous avez juste deux paires de plaques, une paire à l'avant qui donne des incisives de rongeurs et une paire à l'arrière sur le palais qui broie les coquilles. Et voilà. Et ces dents ne sont jamais remplacées, elles poussent en continu en fait. Donc ça fait, ils sont embêtants les chimères. Ils sont embêtants, ils veulent pas faire comme tout le monde. Par contre, ils conservent certains traits primitifs des chondrichtiens, comme la présence d'une épine sur la nageoire dorsale. Et cette épine est particulièrement longue chez les chimères. Et on a relié beaucoup de groupes à ces chimères. Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup. Enfin, il y a pas une grosse diversité de chimères. Et c'est plutôt un groupe qui vit dans les océans profonds. Donc c'est vraiment un groupe qui se planque, hein, qui a survécu parce qu'il s'est planqué dans une niche écologique où on n'allait pas trop l'embêter en fait. Mais par contre, il y a beaucoup de groupes du Paléozoïque qui ont été reliés aux chimères. Donc, selon quel groupe du Paléozoïque est réellement relié aux chimères, il est possible que ces chimères aient été très diversifiées par le passé. Donc, dans les candidats célèbres à l'ancestralité des chimères, vous avez les eugénéodontiformes, donc par exemple Hélicoprion, qui est très célèbre avec ses dents en spirale, enfin ses dents organisées sur une mâchoire en spirale qu'on ne sait pas trop d'ailleurs comment interpréter. Donc ça fait partie des candidats possibles aux ancêtres des holocéphales. Et vous avez les simoriformes comme Duicaselacus. Donc les simoriformes déjà qui sont reconnaissables par leur brosse dorsale, donc c'est la nageoire dorsale qui s'est transformée en ce truc un peu plat là, et les épines ensuite et les écailles placoïdes qui se sont transformées en brosse en fait. Donc cette brosse dorsale, elle est très connue, vous la retrouvez notamment chez Falcatus d'Amérique du Nord par exemple. Et ces simoriformes seraient reliés aux chimères par Duicaselacus, donc du Permien, du début du Permien d'Afrique du Sud, parce que Duicaselacus en fait il a une très grande orbite. Et donc, il serait déjà adapté à vivre dans le fond des océans comme le sont les chimères modernes. Ça pourrait tout aussi bien être une convergence évolutive, hein, une adaptation parallèle à vivre dans le fond des océans, mais en tout cas, bon. Duicaselacus a été trouvé dans un environnement d'estuaire, donc ça semble pas être lié à son environnement. Donc c'est peut-être un caractère bel et bien partagé entre les holocéphales et Duicaselacus. Donc voilà, deux origines possibles parmi tant d'autres que je vous expose là. Comme je disais, j'ai pas le temps de couvrir tout. Mais bref. Et en Afrique du Sud, on a un autre candidat possible pour les ancêtres des chimères qui est Plesioselacus. Donc Plesioselacus, dont un fossile qui, une fois encore, préserve totalement le corps, semble suggérer qu'il avait une longue épine dorsale et une queue qu'on dit difficercale. Donc difficercale, ça veut dire qu'en fait la colonne vertébrale est horizontale. Et si cette colonne vertébrale est horizontale, enfin la colonne vertébrale horizontale, comme ça, c'est aussi un caractère qu'on retrouve chez les holocéphales. Le problème, c'est que Plesioselacus vient du Carbonifère d'Afrique du Sud et que dans le Carbonifère, et qu'il vient une fois de plus d'un environnement d'estuaire, le même environnement que pour Duicaselacus, et que dans les estuaires et dans les eaux douces du Carbonifère, on a un autre groupe qui s'appelle les Xénacantidés et qui ont exactement ces mêmes caractéristiques, à savoir la longue épine dorsale et la colonne vertébrale horizontale. Donc, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc, et je ne sais pas d'ailleurs, faudra vérifier s'il y a des gens qui ont proposé que les xénacantes pouvaient être les ancêtres des holocéphales. Je ne pense pas, parce que, comme je l'ai dit, ils vivent dans le fond des océans, alors que les xénacantes étaient définitivement des chondrichtiens d'eau douce. Donc à voir. On a beaucoup d'ailleurs de ces xénacantes en France, notamment le gisement de Autun, tout ce qui vient du charbon, en fait, le charbon du Massif central. Les gisements qui ont donné le charbon du Massif central ont aussi donné de très beaux exemples de xénacantidés.
On monte un petit peu plus près des requins modernes et des raies modernes avec les zybodontiformes. Alors les zybodontiformes, ce sont les requins entre guillemets, hein, parce qu'ils ont une forme générale de requin, mais ce ne sont pas encore des requins, mais ce sont les poissons cartilagineux, on va dire, typiques du Mésozoïque. Donc ce sont vraiment les poissons cartilagineux dominants du Trias et du Jurassique qui vont se faire ensuite remplacer durant le Crétacé. Il y a beaucoup de gisements crétacés qui donnent des véritables requins et non pas des zybodontiformes. Donc on voit ce remplacement en fait se faire au cours du Crétacé entre les zybodontiformes et les requins modernes. Mais les zybodontiformes sont vraiment les requins encore une fois entre guillemets, typiques du Mésozoïque. Et ils sont caractérisés par le fait qu'ils ont des énormes épines sur le dos. Vraiment des très très grosses épines avec des striations très caractéristiques. Et ils sont aussi caractérisés par la présence de cornes sur leur tête. Donc ils ont des écailles placoïdes transformées en cornes sur la tête qui sont très très typiques des zybodontiformes, encore qu'on ne les trouve pas chez tous les zybodontiformes. Et ces zybodontiformes, ils sont intéressants dans un contexte de l'évolution des chondrichtiens parce que ce sont les premiers chondrichtiens à avoir ce qu'on appelle une nageoire tribasale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nageoire tribasale? Une nageoire tribasale, en fait, c'est quand ça dépend du nombre d'os qui attachent votre nageoire à votre épaule. Donc, une nageoire monobasale, comme par exemple les chimères, c'est une nageoire où il n'y a qu'un seul os qui attache la nageoire à l'épaule. C'est ce qu'on voit chez les chimères. Les zybodontiformes, par contre, eux, ils ont une nageoire tribasale, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3 os qui s'attachent à la nageoire, qui s'appellent le proptérygium, le mésoptérygium et le métaptérygium. Et ces 3 os de la nageoire, on retrouve ça chez les requins modernes et chez les raies modernes. Donc c'est un caractère qui rapproche les zybodontiformes en fait des espèces modernes, donc qui nous suggère que les espèces modernes sont soit très proches cousines des zybodontiformes, soit même directement descendantes des zybodontiformes. Et ces zybodontiformes, ils ont une origine très très profonde dans le Paléozoïque, puisque le plus vieux d'entre eux, c'est Onychoselacae, qu'on retrouve dans le Carbonifère, entre autres d'Afrique du Sud, avec encore une fois un très très beau spécimen, très très bien préservé, avec les tissus mous. Vous voyez la colonne vertébrale ici, vous voyez la nageoire dorsale avec l'épine ici, et après, bon, la photo n'est pas géniale, mais normalement, vous êtes censé pouvoir voir tout ça. Voilà, là, on a la nageoire. Ici, les caractères les plus importants, c'est quand même la nageoire ici, avec les 1, 2, 3 os. Donc, on voit bien la nageoire tribasale, quand même. Et là, on voit une des cornes, ici, c'est la grosse corne que vous voyez là. On voit une des cornes sur la tête. Donc, on est bien face à un zybodontiforme et on est bien face à quelque chose qui est déjà plus proche de la condition qu'on retrouvera plus tard chez les poissons cartilagineux modernes. Ce qui nous amène à ces fameux poissons cartilagineux modernes qu'on appelle les néocélaciens. Donc ce sont les requins et les raies. Donc les requins et les raies sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne le sont des autres chondrichtiens. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler les autres chondrichtiens des requins. Parce que si vous dites que Helicoprion, par exemple, ou bien on a vu tout à l'heure Plesioselacus ou Druicaselacus, si vous dites que ces choses-là sont des requins, ou même les zybodontiformes d'ailleurs, si vous dites que ces choses-là sont des requins, eh bien, en fait, ça veut dire que tous les chondrichtiens sont des requins, donc ça veut dire que les raies aussi sont des requins. Et appeler une raie un requin, ça fait chier. Je veux dire, voilà, il y a des mots pour décrire les choses. Et on va pas appeler faut appeler un chat, un chien, et si on se met à dire que tout est un chat, ben, on n'avance à rien. Voilà. Les classifications sont faites pour être utiles. Si on les rend inutiles en utilisant les mauvais mots, ben, on perd complètement la saveur et l'utilité de ces classifications. Et la beauté surtout de ces classifications. Donc bref, les néocélaciens. Ces néocélaciens, donc, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, généralement, ils ont perdu leur épine sur le dos, à part quelques groupes, notamment les raies,
qui ont encore une épine sur la queue, et les squales, par exemple, qui ont aussi une épine sur la nageoire dorsale. Mais par contre, ils ont des choses nouvelles, des innovations, et notamment la présence de 3 couches d'émail plutôt que d'une. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement de suivre l'évolution de ces 3 couches d'émail. Donc, chez tous les chondrichtiens, vous avez une couche d'émail. Donc, c'est la couche d'émail dont on a parlé tout à l'heure, c'est normal. On la retrouve aussi sur les écailles placoïdes. Ensuite, chez certains zybodontes et chez les néocélaciens, vous avez 2 couches d'émail, donc la SLE et la PFE, que vous voyez ici. Et chez les néocélaciens uniquement, vous avez 3 couches d'émail. Par contre, ce schéma, il est mignon, mais les raies ont tendance à perdre au moins la 3e, voire les 2 dernières couches d'émail, et à retourner finalement à l'état primitif. Donc les raies, elles sont un petit peu embêtantes de ce point de vue-là. Mais bon, disons que c'est globalement accepté que la présence de 3 couches d'émail était au moins primitivement une innovation chez les néocélaciens, avant d'être perdue secondairement chez les raies. Ceci dit, on n'est pas à l'abri que dans un futur proche, quelqu'un annonce qu'en fait, c'est que les requins qui ont 3 couches d'émail. On a aussi chez les néocélaciens, donc puisqu'on ne peut pas se fier qu'au nombre de couches d'émail, on a aussi d'autres caractères intéressants, et notamment le fait que la bouche soit en dessous de la tête chez les requins et les raies. Si vous regardez, si on retourne par exemple ici à nos zybodontiformes, vous voyez que la bouche, elle est à l'avant du museau, alors que chez les requins et les raies, vous avez un espèce de rostre. Bon, là, il est évidemment extrêmement prononcé, mais vous avez cette espèce de rostre, et la bouche se trouve, attendons que voilà, elle se trouve en dessous de la tête, en fait. Elle ne se trouve pas à l'avant de la tête, et ça, c'est typique des requins et des raies, c'est typique des néocélaciens, et c'est lié à l'articulation iostylique de la mâchoire. Donc primitivement, rappelez-vous, on a le palato carré, on a le cartilage de Meckel, et donc le palato carré est accroché au crâne. Il est accroché au crâne directement, mais il est aussi accroché au crâne par le l'iomandibulaire et le l'hyoïde. Eh bien là, non, il n'y a que l'iomandibulaire ici, qui est accroché au palato carré et au crâne. Par contre, le palato carré n'est plus accroché au crâne chez les néocélaciens. Et ça leur permet de projeter la bouche vers l'avant. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc l'iomandibulaire, en fait, sert de pivot et permet de projeter la mâchoire vers l'avant. Ce que vous pouvez voir ici sur ce requin. Je crois que c'est un requin lutin. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est vraiment de voir que cette suspension iostylique de la mâchoire est typique des néocélaciens. Donc les néocélaciens sont les seuls à pouvoir projeter leur mâchoire parmi les chondrichtiens. On va voir que ça va aussi évoluer chez d'autres poissons. Et puis, caractère surprenant pour un poisson cartilagineux, le centrum des vertèbres, donc vous vous rappelez la partie du milieu de la vertèbre, le centrum des vertèbres est ossifié chez les poissons cartilagineux, donc ça fait bizarre. Ça fait bizarre à dire, mais c'est seulement chez les néocélaciens. Donc ça peut vous arriver, si vous vous promenez sur la plage, de retrouver des petits centrums de vertèbres comme ça, isolés. Ce sont des centrums de vertèbres de requins. Et vous pouvez aussi les trouver dans le registre fossile d'ailleurs. Donc voilà, les plus anciens néocélaciens qu'on connaisse datent possiblement du Permien, voire même du Carbonifère, mais c'est très débattu en fait, puisque ce ne sont que des dents. Les premiers fossiles dont on est vraiment sûr, c'est Permien-Trias. Voilà. Donc avec une bonne chance d'une origine durant le Permien. Mais ouais, on a quelques restes qui voudraient faire repousser l'origine de ces poissons cartilagineux jusqu'au Carbonifère, voire même jusqu'au Dévonien. Mais comme une fois de plus, ce sont que des dents, donc il est possible que ce soit des dents de groupes plus typiques du Paléozoïque, qui aient évolué de façon convergente vers la morphologie plus néocélacienne. Donc c'est très débattu. Mais par contre, les groupes modernes, eux, ils sont originaires plus du milieu du Mésozoïque, donc un peu comme les mammifères, quoi, en fait. Et ils ne deviennent réellement abondants qu'au Cénozoïque, très très abondants qu'au Cénozoïque, encore une fois, un peu comme les mammifères. Donc, encore une fois, n'appelez pas un requin un fossile vivant, s'il vous plaît. Et évidemment, ces néocélaciens, on peut les diviser en deux, les requins et les raies, donc les Selachimorpha, les batoïdes.
Les requins ont des dents plutôt pointues, les raies ont des dents plutôt plates. C'est assez simple à identifier, tout simplement parce que les uns sont des carnivores qui chassent des poissons et aussi à l'occasion des mammifères marins, comme par exemple le fameux mégalodon, alors que les raies sont plutôt des animaux durophages, c'est-à-dire qu'ils vont manger des coquillages, des crustacés, etc. Donc des petits invertébrés avec des coquilles très dures. Évidemment, on ne peut pas parler des sélaciens sans parler de mégalodon. Donc le fameux Megaselachus autodus mégalodon ou Megaselachus mégalodon, c'est comme vous voulez. Ou Autodus Megaselachus mégalodon, en fait, c'est pas comme vous voulez, mais ça dépend réellement de qui vous lisez, en fait. C'est en fonction des auteurs et en fonction de leur origine géographique, surtout, vous allez avoir des noms différents. Les Américains, par exemple, n'arrivent pas à se résoudre à appeler le mégalodon autrement que Carcharoclès mégalodon. Les vieux de la vieille vous diront même Carcharodon mégalodon, en le plaçant du coup dans le même genre que le requin blanc. Bon, s'il y a au moins une chose dont on est sûr, c'est que, enfin, s'il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde s'accorde aujourd'hui, c'est que le mégalodon et le requin blanc ne sont pas directement apparentés. Le requin blanc a des ancêtres dans le genre Isurus, qu'on appelait autrefois Cosmopolitodus, alors que le mégalodon a des ancêtres dans le genre Autodus, qu'on peut retracer jusqu'au Crétacé. Donc, c'est pas du tout la même branche, en fait. C'est pas du tout la même branche. Donc, le mégalodon n'est pas l'ancêtre du requin blanc. Par contre, fonctionnellement parlant, les dents sont assez similaires, ça faut bien l'avouer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête avec les poissons cartilagineux et la prochaine fois, on parlera des poissons osseux et de la fameuse sortie des os et de ce que ça veut réellement dire. À très bientôt.